La principale thématique de la série Squid Game, c'est l'argent, et plus particulièrement la mauvaise gestion de son argent. Paris sportif, dépenses superflues, investissements risqués, ces actions amènent les personnages à participer à un jeu terrible pour essayer de s'en sortir. Et bien nous, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi les joueurs 69, 70, 230 et 456 se sont fait avoir et vous montrer des techniques financières efficaces pour éviter d'en arriver là. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille en finance et en gestion de patrimoine. J'ai accompagné des centaines de clients pour faire fructifier leur épargne. Je dédie aujourd'hui mon énergie chez Gringot pour expliquer la finance et comment investir dans de meilleurs placements. J'en reparle tout à l'heure. Alors, petit disclaimer, la vidéo est garantie sans spoil de l'intrigue. On va juste décrire quelques personnages et expliquer pourquoi ils sont endettés. Aussi, on précise que si vous êtes dans une situation de surendettement, il existe des solutions. On vous affiche à l'écran des noms d'associations et des numéros de téléphone à contacter. Sachez que ces situations sont le résultat de techniques de manipulation des entreprises de jeux d'argent qui savent bien appuyer sur les biais cognitifs et c'est exactement comme ça que commence la série avec le joueur 456. Song Gi-hoon, le personnage principal, est tombé dans le cercle vicieux de l'addiction au jeu d'argent. Ancien entrepreneur surendetté, Gi-hoon est devenu accro aux paris sportifs, au point de voler l'argent destiné à l'anniversaire de sa propre fille. Son addiction au jeu d'argent repose largement sur des mécanismes psychologiques bien connus. Les joueurs développent de fausses croyances qui les maintiennent dans leur addiction. Par exemple, l'illusion de contrôle constitue l'un des biais les plus pernicieux. Les joueurs croient influencer ou maîtriser des situations qui sont généralement aléatoires. On a tous déjà choisi des dates d'anniversaire pour des loteries en espérant que ça augmente un petit peu nos chances. C'est quoi ta date d'anniversaire, toi? 9 mars. T'as déjà joué 09, 15? Ouais, 09, ouais. C'est des anniversaires, c'est sûr. Et puis, les joueurs attribuent également leurs gains à leur propre habilité. J'ai gagné parce que je lis le magazine L'équipe et que j'ai fait une super analyse. Tout en reléguant leurs pertes à des facteurs externes. Le match était truqué, on est vendredi 13. L'arbitre a été acheté en fait. Également, l'industrie des paris sportifs déploie des stratégies marketing connues sous le nom de Dark Nudges. Ces techniques manipulatrices visent à ancrer l'idée d'un enrichissement possible par le jeu en ciblant des personnes assez vulnérables. Si vous avez déjà parié, vous les connaissez ces techniques. Des offres de bienvenue du type 150 € offerts pour votre premier pari, des offres de parrainage pour attirer toujours plus de nouveaux joueurs, paris remboursés, codes boostés pour créer une illusion de contrôle, ou encore des campagnes avec des influenceurs ou des experts en paris sportifs pour gagner en crédibilité. Vous avez sûrement déjà vu passer les publicités de Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Ou mettre la daronne à l'abri. Et ben cette dernière a particulièrement fait scandale car elle utilise un lexique qui vise des jeunes plus vulnérables qui aimeraient effectivement mettre la daronne à l'abri. Quand tu vas dire à un petit quartier, ouais, pourquoi tu veux gagner de l'argent, il va toujours te dire, ouais, c'est pour sortir ma mère de la galère. Mais qui se font avoir par le jeu et qui s'enlisent dans les dettes. Si j'arrête, je gagne 2000, 2500 € par mois et j'en dois 100 000. Si j'arrête, comment je vais le rendre les 100 000 à la fin du mois? L'autorité nationale des jeux a même demandé à Winamax de retirer cette campagne, car je cite, elle véhicule le message selon lequel des paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale. Alors que non, c'est l'inverse. La réalité mathématique de ces jeux, c'est pas la réussite sociale, c'est que vous êtes perdant. Par exemple, à l'occasion de la Coupe du Monde 2022, 70% des 2,6 millions de parieurs ont perdu de l'argent. 70%. Mais un chiffre qu'on a trouvé dingue en fouillant cette étude, c'est 2381 €. 2381 € par an, c'est la somme moyenne annuelle que dépensent les parieurs. C'est quasiment 200 € par mois joués et c'est pas rien. En fait, retenez une seule règle. Si une entreprise de paris sportifs est rentable, c'est que vous allez mathématiquement perdre de l'argent. Passons maintenant au prochain joueur de Squid Game, ou plutôt à deux joueurs. Est-ce que vous vous rappelez du couple marié dans Squid Game saison 1? Moi pas du tout. Les deux là, les joueurs 69 et 70. On a très peu d'informations sur leur histoire. La seule chose que j'ai trouvée, c'est une interview de l'acteur du joueur 69 qui explique qu'ils ont participé au Squid Game parce qu'ils vivaient une vie difficile et qu'ils avaient des problèmes de couple. Pas grand chose à se mettre sous la dent, donc partons du principe que c'était un couple qui s'est fait piéger par de petites dépenses régulières en apparence inoffensives et qui a probablement dû prendre des crédits à la consommation. Ici, on va parler de ces dépenses, pourquoi on les accumule. En fait, notre cerveau, il est programmé pour nous faire prendre des décisions qui sont pas toujours dans notre intérêt à long terme. Autrement dit, des décisions bêtes. Plusieurs biais cognitifs nous influencent particulièrement. On a par exemple l'effet d'ancrage. Ce biais nous pousse à nous fixer sur le premier prix que nous voyons, qui devient notre référence. Par exemple, quand un vêtement affiche 100 € barré, puis un nouveau prix de 50 €, on se dit que moitié prix c'est imbattable, alors qu'il est juste moche ce jean. Il y a aussi l'aversion à la perte. On n'aime pas perdre quelque chose. Vous avez déjà remarqué que certains abonnements vous proposent une offre exceptionnelle quand vous avez décidé de vous désabonner. Disney+, Amazon, HBO pratiquent ou ont pratiqué cette astuce. C'est fait pour nous faire hésiter, pour qu'on se demande à nouveau si on est d'accord pour perdre l'accès. On appelle aussi ça le FOMO, Fear of Missing Out. C'est fait pour nous faire peur. Et puis, il y a la gratification instantanée. Notre cerveau privilégie naturellement le plaisir immédiat sur les bénéfices à long terme.
C'est la cigale et la fourmi. On va choisir un resto, une petite bière en terrasse qui vont procurer une satisfaction instantanée, tandis que l'épargne ne procure que des avantages futurs, lointains et abstraits. C'est pour ça que de nombreuses personnes ne s'assagissent qu'à l'arrivée d'un enfant, parce que le futur est là et qui devient bien plus concret. Et puis, vu qu'on parle des abonnements, en 2025, les Français dépensent en moyenne 49 € par mois pour leurs abonnements numériques. C'est 4 € de plus qu'en 2024 et 12 € de plus qu'en 2022. Plus inquiétant encore, lorsqu'on leur demande combien ils pensent dépenser, ils répondent en moyenne 31,5 €, soit 36% de moins que la réalité. Cette sous-estimation, elle montre à quel point nous avons des biais d'analyse concernant notre propre argent. Si l'on cumule tous les services de streaming populaires, Netflix, Disney+, Prime Video, Spotify, etc., la facture mensuelle peut facilement dépasser les 100 €. Alors je vais vous donner 2 techniques pour être plus malin que les services marketing de ces boîtes. La première, c'est la technique de l'abonnement annulé. Parce que souvent, j'ai envie de regarder une série, pas tout le catalogue de Netflix. Du coup, à chaque fois que je prends un abonnement, j'annule immédiatement. Parce que le début de l'abonnement permet d'accéder au service jusqu'à la fin de la période payée. Comme ça, vous profitez d'une série sans risque d'oublier de résilier et de voir les prélèvements s'enchaîner. Et pour la deuxième technique, c'est là où j'aimerais vous parler de ce qu'on fait. Je m'appelle Maxime, j'ai 10 ans d'expertise en finance et en gestion de patrimoine que j'ai décidé de mettre au service de Greengot, une institution financière qui propose un compte courant pour les dépenses du quotidien, mais surtout une assurance vie. Mon objectif est simple, redonner du pouvoir à votre argent, et je vais vous le prouver maintenant. Imaginez qu'en coupant toutes les dépenses superflues, vous arriviez à économiser 200 € par mois. Alors, vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez avec cet argent, vous pouvez vous faire plaisir et c'est ok. Mais avec mon expérience, je sais que cette somme peut générer beaucoup plus. Par exemple, si vous placez 200 € tous les mois avec 7% de rendement, au bout de 10 ans, vous aurez généré plus de 10 000 € d'intérêt. Et au bout de 20 ans, c'est plus de 50 000. C'est un effet boule de neige très classique et mathématique qu'on réexpliquera dans une prochaine vidéo. Notre assurance vie GG Planète a généré 7,17% de rendement net de tous les frais en 2024. Dedans, vous allez investir dans des entreprises championnes de la transition énergétique et on refuse le pétrole, le charbon, le gaz. Je tiens à préciser que investir comporte des risques et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On vous invite à prendre rendez-vous avec les membres de nos équipes de gestion de patrimoine pour vérifier que le placement correspond à votre profil de risque. On est fiers de proposer ce placement et maintenant, prends la vidéo et on va vous parler de Thanos. Attention, Thanos, c'est un personnage de la saison 2. On reste très en surface, mais pour ceux qui veulent absolument rien savoir, avancez à ce timecode. 3, 2, 1, c'est bon, on y va. Thanos, alias Choi Soo-bong, c'est l'archétype de l'investisseur inexpérimenté, fasciné par les cryptos et leur rendement excitant. C'est un artiste un peu fou dans la série, qui a malheureusement misé toute sa fortune sur une crypto-monnaie et qui s'est endetté lourdement. C'est quelque chose qu'on a malheureusement vu un peu partout dans le monde. Selon une étude réalisée entre 2015 et 2022, sur 95 pays, entre 73 et 81% des acheteurs de Bitcoin ont perdu de l'argent sur les investissements en crypto-monnaie. On ne dit pas que c'est un mauvais placement, simplement qu'il est difficile à appréhender. Ce qu'il se passe dans notre cerveau dans ces moments là, c'est qu'on tombe dans une surconfiance. Après quelques gains initiaux, on surestime nos capacités d'analyse et on prend des positions trop importantes. Et puis, on se fait avoir par un biais de confirmation. On ne retient que les informations positives sur les cryptos, la croissance historique, les témoignages d'influenceurs, les performances. Et on ignore les signaux d'alerte comme la volatilité extrême, les régulations à venir. En fait, les cryptos, elles offrent un accès inédit à des rendements potentiellement élevés, mais demeurent des actifs ultra volatiles qui requièrent une expertise pointue pour être maîtrisés. Mais en réalité, personne ne maîtrise. Entre novembre 2021 et novembre 2022, le Bitcoin a perdu près de 76% de sa valeur. Ces fluctuations, elles peuvent générer des plus-values importantes, mais aussi des pertes lourdes et rapides. En tant que gestionnaire de patrimoine, si vous avez déjà une situation assez diversifiée, je recommande de limiter l'exposition aux cryptos à 5 ou 10% de son patrimoine. C'est pour les investisseurs qui aiment le risque et qui veulent diversifier. Au-delà, on passe dans une autre catégorie d'investisseurs et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour faire simple et vous permettre de ne pas tomber dans les travers des joueurs 69, 70, 230 et 456, repensez toujours à la règle du 50, 30, 20. 50% de votre budget pour les besoins obligatoires, le logement, la nourriture, votre véhicule. 30% pour se faire plaisir et 20% pour épargner et investir. Partons d'un revenu de 2000 €. Ça laisse 1000 € pour les dépenses obligatoires, 600 € pour les loisirs et 400 € pour épargner et placer. Si vous arrivez à le faire, c'est une somme confortable pour épargner. Si tous les personnages de Squid Game avaient appliqué cette stratégie, ils auraient évité de jouer à ces jeux mortels et on n'aurait pas eu de série. De notre côté, on vous souhaite une bonne saison 3 à toutes et à tous.